Bonjour et bienvenue dans Double Jeu, le podcast pour les professionnels de la vente et des achats. Je suis Olivier Monin, anciennement acheteur puis vendeur, aujourd'hui formateur, conférencier et humoriste. Ouais, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que les acheteurs peuvent apprendre aux vendeurs et réciproquement? J'ai le grand plaisir d'accueillir Franck Antunès. Bonjour Franck. Oui, bonjour Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors Franck, avant qu'on rentre dans le cœur du débat, de la discussion, est-ce que tu pourrais te présenter? Très bien. J'ai 57 ans. J'ai commencé, j'étais normal puisque j'ai commencé en étant technicien en mécanique et automatisme industriel. Je concevais des machines et au bureau d'études et puis ensuite en tant que commercial sédentaire, puis itinérant, puis concepteur de machines et il fallait que j'aille les vendre chez des gens très agréables comme Valeo ou Michelin, par exemple. Euh, et puis, comme j'ai la chance d'avoir un père acheteur, j'ai commencé à négocier mes approvisionnements. Ça s'est bien passé. Et, euh, mon boss de l'époque m'a demandé par quelle magie tu as des marges plus importantes que tes petits camarades. Et je l'ai un petit peu déçu puisque je lui ai expliqué que ce n'était pas de la magie, c'était des achats. Et donc, il a fallu déjà arriver à vendre ça auprès de mon directeur, à vendre la démarche en interne pour arriver à imposer un premier service achat. Ensuite, j'ai été embauché dans une grosse boîte qui est devenue Inéo par la suite, où j'ai repris mes études. En cours du soir, j'ai fait un master 2 en achat par l'ESAP, une magnifique une formation. Et puis j'ai enchaîné comme ça de l'ingénierie internationale avec SNC Lavalin. J'ai lancé un service achat chez un constructeur GCC et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et ensuite, je suis passé chez Capingelec où j'ai continué à mettre en place des équipes, à former, à coacher et à essayer de leur faire appréhender les achats d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire de façon beaucoup plus active plutôt qu'être plutôt passif et d'attendre les coups qui nous tombent dessus, mais plutôt d'aller les chercher, j'allais dire. Bah, très très beau parcours. Alors, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'être vendeur à la base? C'était une envie ou plutôt une concours de circonstances? Ouais, c'était plutôt une nécessité, c'est-à-dire que la planche à dessin, on m'a dit, c'est super, tu fais des chouettes trucs, et dans 10 ans, ça sera bien. Waouh, à 20 ans, dans 10 ans, ça faisait à peu près 2 éternités. Et donc, pour aller plus vite, et puis j'avais découvert des choses comme le profilé d'aluminium, très modulaire. Ça me faisait penser à des Lego que j'adorais. Et j'ai eu envie déjà de vendre ça en interne au bureau d'études. Et ensuite, bah, je me suis présenté en candidat spontané en disant, votre produit est super, j'ai envie de vous le vendre. Bah, le type, il m'a dit, allez, bah, vas-y. Donc, c'était plutôt des opportunités pour aller vite. Et j'avais envie à la vingtaine comme ça, d'essayer des tas de métiers pour savoir, je ne savais pas encore quelle était ma direction. Et je dois dire que c'est plutôt les achats qui m'ont intéressé. Et ensuite, par un peu plus le côté rigueur. Et puis, en tant que footballeur, j'aimais bien être gardien ou défenseur. Et ça ressemblait à ça, un peu les achats. On était un peu en défense, histoire que les marges ne se perdent pas et qu'on puisse consolider le travail d'équipe. Et c'est ça aussi qui m'intéressait beaucoup dans les achats, c'était le travail d'équipe, alors que le travail de commercial était un peu plus solitaire. On était plus sur la route, surtout à l'époque où il n'y avait pas les téléphones portables et ce genre de choses. Et voilà, c'était un côté isolé qui me gênait un petit peu, trop individuel pour moi. Voilà. D'accord, donc un travail de commercial plus challengeant, plus compétitif, mais seul, solitaire finalement, alors C'est que ça. tu préfères la rigueur, la structure du métier d'acheteur et surtout le travail d'équipe. Exactement, exactement. C'est ce qui a fait la différence. Mais j'ai beaucoup, et c'est le commerce qui m'a donné envie de faire des achats, parce que j'ai beaucoup aimé cette relation interpersonnelle et d'essayer de trouver les éléments de négociation soft qui allaient permettre des bonnes ventes. Ça m'intéressait beaucoup. Ça m'a vraiment intrigué, intéressé. Je me suis mis à beaucoup bouquiner là-dessus, à beaucoup réfléchir. Et c'est le commerce qui m'a donné cette envie d'aller me confronter à l'autre en quelque sorte, en tout cas d'aller chercher les éléments qui allaient provoquer quelque chose.
Quand tu parles de confronter, j'imagine que tu le dis de manière positive. Oui, c'est ça, tout à fait positive. Au contraire, c'était jamais de la confrontation pure, directe, même si, bon, ben, tu sais ce que c'était les achats dans les années 80-90, quand on avait un acheteur Valeo en face de soi. Il fallait surtout, justement, éviter la confrontation parce que c'était leur terrain de jeu. Donc, si c'était au bras de fer, on ne pouvait pas gagner. Donc, il fallait trouver des astuces et elles étaient évidentes, en fait. Le côté un peu agressif des acheteurs de l'époque masquait en fait beaucoup de recherche, de confiance, de partenaires, d'aller, on va dire, sécuriser toute la chaîne de production. Alors j'étais moi acheteur chez Valeo à peu près à l'époque que tu cites, donc j'essaye de voir si je me reconnais dans la description que tu fais et je pense que je mettrai pas beaucoup d'énergie et de conviction à essayer de te contredire. Et puis Donc j'ai encore bonne mémoire, donc je me rappelle de 2-3 trucs qui étaient assez spectaculaires. Drôles, oui, avec le recul, très drôles, mais plutôt spectaculaires. est-ce que tu as envie d'en partager un? Oh bah oui, je me rappelle avoir, on était dans des box comme ça, chacun, il venait tous les quarts d'heure nous demander quel était le prix avec un téléphone fax. Et puis j'avais conclu comme ça une vente et un nouvel acheteur est arrivé, un responsable. Il a pris le contrat, l'a déchiré pour faire voir que c'était pas un bon contrat. Enfin, voilà, c'est très théâtral, du théâtre sans public. C'est ce qui était drôle. Et la vente a quand même été conclue au même prix, donc ça n'avait pas changé grand-chose. Mais c'était pas la faute du téléphone fax. À l'ère d'internet, est-ce que la pratique, s'observe encore? Je ne sais pas comment ils font. J'espère qu'ils ont changé. Je pense qu'ils ont changé. Il y avait quand même une tendance aussi à essayer de faire croire aux commerciaux qu'ils étaient pas très bons. Donc il fallait baisser le prix parce qu'ils étaient pas bons. On avait un tableau, un tableau lumineux quand on entrait, et puis il y avait le meilleur et les plus mauvais. Et on était toujours dans les plus mauvais. Et je comprenais pas le principe de dire si vous êtes mauvais, donc il faut que vous soyez moins cher. C'était des trucs, c'était trop intelligent Et pour c moi. mais qu'est-ce que toi tu opposes à cette pratique-là? Quand tu dis, elle est pas efficace, qu'est-ce que tu mets en face d'efficace? C'est-à-dire qu'elle ne parvient pas à créer une relation de confiance, puisque à chaque fois les personnes vont se défier, se méfier les uns des autres, et Oui. c'est plutôt en les mettant très à l'aise pour qu'ils puissent trouver des solutions techniques notamment. Et pour ça, bah, faut pas leur mettre la lumière dans les yeux, hein. Faut vraiment les mettre à l'aise pour qu'ils aient le temps de réfléchir, pour qu'ils puissent réfléchir et qu'ils puissent apporter quelque chose à la négociation, qu'ils prennent leur part à la négociation. Autrement, ça devient, bon, les met la tête sous l'eau, ne peuvent plus réfléchir, ils disent n'importe quoi, ils n'ont pas envie de faire des efforts et on va pas très loin comme ça. Ça donne l'illusion d'aller loin parce que au bout d'un moment, le commercial vient se plaindre à sa direction, à votre direction, que l'acheteur arrête pas d'être méchant. Et votre directeur vient voir l'acheteur en disant tu es un bon acheteur parce que tu es vachement méchant. Ce qui tout ça est ridicule. C'est plutôt en mettant des relations de confiance abouties qu'on peut trouver des solutions. Et puis c'est comme ça qu'on avance le mieux. Je pense que le record du 100 mètres se bat avec une médaille, pas parce on a des baïonnettes aux fesses. Donc voilà, c'est plutôt en essayant de trouver les médailles et de valoriser le travail du commercial qu'on arrivera à faire des bons deals. Le commercial fait ce métier et je m'en suis aperçu parce qu'il aime ses clients, il les aime. Et donc, il faut utiliser avant tout cette relation d'amour pour pouvoir bâtir de bonnes négociations. C'est presque contre-intuitif pour beaucoup de considérer que quand on a soi-même la pression pour obtenir des résultats, là je parle d'un acheteur par exemple, il ne doit pas forcément la mettre au commercial. Jamais. J'aime beaucoup faire des négociations qui partent d'un premier principe de transparence. Voici les enjeux de l'entreprise. Il faut, l'affaire est très importante, les délais sont primordiaux, et il faut arriver à ce que les enjeux soient compris et acceptés par le commercial. Et là, il décidera de se bouger. Il faut arriver à personnaliser cette relation. Il décidera de faire un maximum d'efforts pour vous.
Je me rappelle, je me rappelle très bien la date parce que c'était en 98. C'était pendant la Coupe du Monde et j'avais une livraison qui était très importante de matériel à avoir en août. Et j'ai mis la pression aux commerciaux, aux différents commerciaux, pour leur dire c'est tellement important que je vais vous mettre 10% de pénalité de retard. Et il y en a un qui était le plus cher et qui m'a dit moi je prends l'affaire. Et arrivé la semaine où je devais être livré, j'ai relancé le commercial pour savoir si j'allais être livré. Il m'a dit non, je suis désolé, mais par contre je vous paierai les 10% de pénalité. C'est-à-dire que les 10%, il les avait intégrés au prix, il n'avait pris aucun risque, et ma pression, il l'avait absolument retournée contre moi. Et du coup, il avait vendu plus cher que les autres, et il n'avait toujours pas respecté le délai. Alors, Donc c'est ça, j'ai malin de sa fait. part, mais c'est malin de sa part, mais ça résout pas ton problème. C'est-à-dire que Non, le fait d'obtenir 10% de pénalité ne règle pas le problème principal ça auquel tu n'a te bats. absolument rien résolu. C'est pour ça que je ne mets jamais les pénalités Ouais. de retard, le montant des pénalités au moment de la consultation. Mais par contre, j'en fais un enjeu de négociation. Et il faut que le commercial, quand on lui évoque la pénalité de retard, il faut que ça lui fasse peur. Et là, euh, et là, on a une chance de pouvoir faire respecter les délais. Mais il faut que ça fasse partie de la négociation. Donc, C'est-à-dire que je me suis contenté de lui mettre la pression et il a tourné la pression contre moi. Alors que si j'avais expliqué les enjeux, eh bien, j'aurais eu beaucoup plus de chances et moins cher d'avoir une livraison au bon moment. Il en aurait fait une affaire personnelle. Il aurait dit, c'est pour vous, Monsieur Antunes, que je vais faire le maximum pour qu'on puisse vous livrer à temps. J'ai bien compris vos exigences et vos enjeux et j'ai envie d'être un partenaire. Tandis que là, bon, tu me mets la pression, tu veux un délai, tu veux me pénaliser et tu vas chercher à me pénaliser. Eh ben, tant pis pour toi, je prends mon risque et je fais l'affaire. Donc, alors, la pression n'a pas servi à grand-chose. donc, en fait, la pénalité est souvent perçue comme une sécurisation, alors que, en l'état, elle ne l'est pas. Ce que tu cites, c'est que l'explication du pourquoi il y en aurait une et pourquoi c'est important qu'il se gaufre pas là-dessus, quoi, sur Ouais, la livraison, par exemple, est absolument crucial pour toi. Mais tu as cité autre chose. Tu as dit: «Je vais le faire pour vous». Donc, le c'est ça. pour toi, est-ce qu'il inclut uniquement le fait que tu as pris la peine de lui expliquer ou parce que tu représentes quelque chose d'autre pour lui en termes de client et de personne? J'ai surtout pris la peine de lui expliquer les enjeux et pour faire plaisir à son client, parce qu'il aime son client, alors il s'engage personnellement. Et cette recherche de l'engagement au personnel, les commerciaux le font beaucoup. D'ailleurs, c'est une méthode de vente aussi, hein, mais il faut qu'elle soit sincère. Et quand on arrive à installer une bonne relation, on arrive à percevoir évidemment quand cet engagement est sincère. Alors après, il peut aussi sincèrement se planter, mais ça veut dire qu'aussi sincèrement, il va essayer de rectifier son erreur. Ça veut dire Ah, que quand un fournisseur vous appelle et qu'il vous dit je vais être en retard, l'important, c'est surtout pas lui aboyer dessus. C'est de dire je comprends, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et je me suis aperçu encore l'été passé sur des affaires qui étaient extrêmement importantes où le commercial désolé m'appelle pour me dire qu'il est en retard et j'ai, je lui ai fait voir l'importance que j'avais dans son portefeuille. Et il a fait tous les efforts. Il m'annonçait 3 mois de retard. Il a eu 15 jours à l'arrivée. Et moi, j'ai levé les pénalités de retard pour pouvoir minimiser le retard. Je me suis servi des pénalités pour pouvoir lui céder ces pénalités contre une minimisation du retard. Et ça a parfaitement fonctionné. Tu as bien compris que sur une affaire à 10 millions d'euros, quand le client il t'impose 10% de pénalité de retard, ça fait 1 million. Si celui qui t'a mis en retard, sa commande est de 1 million d'euros et que du coup c'est 10%, ça fait 100 000, les 100 000 euros ne couvrent jamais tes 1 million d'euros que tu prends par le client. Et donc il faut surtout éviter un maximum d'être en retard. Si tu réduis le retard de moitié en enlevant les pénalités, eh bien, tu n'auras finalement, ça va te coûter 500 000 euros au lieu de 900 000. Donc il faut s'en servir de ces pénalités pour faire fonctionner ton contrat et pas d'en faire une sanction. L'important, c'est l'affaire. C'est surtout à l'arrivée, combien ça va te coûter. Dans un cas, tu es intransigeant, tu appliques tes pénalités, ça te coûte 900 000. Dans l'autre, tu t'en sers de monnaie d'échange et ça te coûte que 500 000. Bah, tu as quand même gagné 400 000 sur la connerie.
Oui, et le fait de payer la pénalité ne l'aide pas à trouver une solution lui-même, elle le motive peut-être encore moins parce qu'il a moins Exactement. d'argent et il va falloir qu'il le trouve ailleurs. J'ai fait de la gestion de production et parfois on a une machine qui est en panne. Et donc tu te retrouves avec plusieurs clients que tu ne peux pas livrer. Celui qui va gérer l'atelier, il va regarder à qui on doit de l'argent. Si le commercial, il arrive à lui lever des pénalités, eh ben, tu vas passer en priorité dans la reprise de la production. Donc dans ce cas de figure, ça veut dire que si tu payes la pénalité, tu achètes le droit de ne pas livrer ton client prioritairement Oui, et c'est d'en ça, livrer plutôt un autre. Donc en tant c'est que ça, client, tu te c'est ça. pénalises et tu forces enfin, en fait, tu te pénalises toi-même, tu récupères de l'argent, mais tu te condamnes à ne plus être la priorité de livraison. C'est ça, Mmh. exactement. Et tandis que ce qu'il te faut, c'est bien que l'affaire aille au bout et dans les délais les plus proches. Alors, 15 jours de retard, c'est véridique, hein, ce que je te dis, c'était 3 mois et qu'on a ramené à 15 jours. 15 jours de retard sur une grosse affaire, tu peux l'encaisser, tu peux faire changer tes équipes, etc. 3 mois de retard, tu prends la pénalité de ton client en plein dans la tête, quoi. Donc c'est ce qui a fait la différence entre une affaire qui finalement se passe bien parce qu'il y a des aléas sur toutes les affaires, et puis une affaire qui devient à perte parce que tu te prends le client et qui sera insatisfait. Tandis que si le client voit que tu as fait tous les efforts malgré des aléas comme il peut y avoir sur tous les chantiers, il t'en est redevable aussi. Vous avez eu un problème avec votre fournisseur et vous y êtes arrivé. Tu as parlé d'amour, le fait que le commercial aime son client ou que le Ouais. fournisseur aime son client. Mais comment il tombe amoureux de toi? Naturellement, il les aime. Ça fait partie de son ADN. C'est pour ça qu'il fait ce métier. Ensuite, il a des raisons beaucoup plus pécuniaires. Un commercial a une partie variable sur son salaire. Il fait ce métier aussi pour cette partie variable. Cette partie variable va lui permettre de payer ses impôts, le voyage de l'été avec sa femme et ses enfants, ou les cadeaux de Noël. C'est pour ça qu'il fait ce métier. Si tu arrives à comprendre ce que la relation et les ventes qu'il va faire avec toi pèsent dans son bonus, alors aussi, tu peux arriver à jouer avec ça. C'est-à-dire que je n'hésite pas à poser la question, comment fonctionne la prime des commerciaux? Et ils me le disent. Et j'essaye de voir comment je peux lui faire gagner de l'argent et comment, du coup, lui va faire en sorte de soigner la relation qu'il a avec son acheteur. Une des façons assez faciles de le réaliser, c'est de faire des accords cadres avec des BFA, des bonifications de fin d'année. Parce que si tu fais un accord cadre avec des BFA, eh bien, ça veut dire que ton commercial en face, lui aussi, il a des objectifs avec toi. Et s'il a des objectifs, eh bien, il y a une partie de sa prime qui est sur la relation qu'il a avec toi. Et donc, ça permet de pérenniser financièrement la relation entre le commercial et toi. La première étape, c'est qu'il a envie d'aimer ses clients. C'est pour ça Mmh. qu'il fait ce métier. Il aime un peu moins la réunion du lundi avec son directeur commercial qui lui dit qu'il n'est toujours pas dans ses objectifs. Mais par contre, il aime beaucoup son client qui va lui permettre d'être dans ses objectifs. Et il y a jusqu'à 25% de son salaire qui sont dus à des primes. Et donc, c'est important de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir mieux établir sa relation avec le commercial. Et en fait, ce que tu décris là, le fait de t'intéresser, à ce que le commercial gagne avec toi, ça peut pas être perçu comme, le fait de truquer un petit peu les dés? Non, non, parce que c'est aussi une façon de s'intéresser au commercial. Le commercial souffre un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'il est vu parfois comme un peu en essayant de mendier la relation. Est-ce que je peux vous voir? J'arrive jamais à voir un acheteur, etc. Tandis que là, vous allez sincèrement vous intéresser à comment ça fonctionne chez lui, comment fonctionne sa société, comment lui fonctionne auprès de sa société. Et ça, pouvoir avoir ce niveau d'intimité, je pense que les commerciaux sont friands de ça. En tout cas, moi,
j'étais tombé sur des acheteurs qui voulaient en savoir plus sur la relation que je voulais avec eux comme clients. Et j'ai trouvé que il y avait une écoute derrière qui permettait de trouver des solutions et pas rester dans des blocs, un espèce d'affrontement. Verdun, vous êtes trop cher, mais non, c'est le prix, ça a augmenté, vous êtes trop cher. Voilà, on sortait de Verdun et on arrivait vers quelque chose. On jouait plus sur un terrain de foot ensemble pour essayer de trouver la solution. Et est-ce que ça fonctionne avec des fournisseurs qui sont, très bien installés, quasiment en monopole? Ça fonctionne encore mieux avec eux. Parce que justement, il faut arriver à ce moment-là. Moi, j'ai des fournisseurs qui représentent 50-60% de part de marché. Si vous les abordez en disant vous êtes trop cher, etc., il ne se passe rien. Si vous les abordez comme ça, d'une façon beaucoup plus sincère et soft, eh bien, ils vont faire un peu plus d'efforts pour vous. Vous n'allez pas avoir un super méga prix parce que ils ont de toute façon leur part de marché, ils sont là pour faire de la marge. Mais vous allez avoir un achat qui est légèrement meilleur que les concurrents. Et finalement, en tant qu'acheteur, c'est ce qu'on cherche. On cherche juste à être meilleur que le concurrent. On ne cherche pas le meilleur du meilleur prix. Autrement, tous les acheteurs au monde, on s'unirait pour déterminer le prix du pétrole. On cherche juste que nous, on ait un petit avantage de 3 à 5 sur le concurrent et ça devrait suffire à ce que tout le monde puisse, à ce qu'on puisse vendre et que tout le monde puisse s'en tirer avec des marges correctes. Voilà. C'est d'avoir un avantage différentiel. Donc, ce que tu dis, ça marche encore mieux et c'est finalement la seule solution pour pouvoir avoir une bonne relation avec un leader du marché. Bah, c'est très bon à savoir ça. Alors, on a beaucoup parlé de ce que les acheteurs devraient faire, de mieux, pour qu'on tombe amoureux d'eux, et tout ce que ça implique derrière. Mais les vendeurs, il y a pas des choses Ah, qu'ils devraient peut-être faire mieux dans la relation avec les ça, acheteurs? Ça, c'est passionnant parce que je fais des formations de découverte des achats aux commerciaux des entreprises dans lesquelles je travaille. Et je m'aperçois que la première chose, c'est que je leur dis, l'acheteur est votre ami. Alors qu'ils ont une tendance à vouloir aller vers lui, à vouloir l'aimer, mais à être déçus par cette relation en disant, il me dit que je suis trop cher, etc. J'essaye aussi de leur faire comprendre qu'ils vont rentrer dans, on va dire, un process. Et dans ce process, il y a des étapes. Et il y a des parties où ils peuvent s'exprimer, et il y en a d'autres où il faut qu'ils répondent précisément à des questions. Finalement, comment marche le process pour qu'ils le prennent de façon comme une autoroute et qu'ils sachent qu'ils sont portés par cette relation. Et puis aussi à essayer de transcrire et de comprendre ce que veut dire l'acheteur. Le chiffre qu'il donne au départ n'est qu'une position affichée. Ce n'est jamais le chiffre qu'il veut obtenir. Ce n'est jamais son budget. Un bon acheteur ne donne jamais son objectif ni son budget. Ce n'est qu'une position affichée. Et donc, en fonction de ça, ça veut dire qu'il y a une recherche de solutions à avoir. Et c'est pas, j'arrive pas à ce prix-là, alors je vais pas y arriver. C'est du coup, bon, c'est un objectif, mais comment je peux faire pour essayer de faire quelque chose de satisfaisant? Et surtout, d'essayer de comprendre la phrase finale d'un acheteur quand vous loupez l'affaire, qui vous dit c'est à cause du prix. Nous, les acheteurs, on va toujours dire que c'est à cause du prix, alors que ce n'est pratiquement jamais, en tout cas dans seulement 15 ou 20% des cas, que l'achat s'est fait sur le prix. On s'y attendait pas parce qu'effectivement tout le monde croit que c'est vrai. Ah non, mais ça, ça, c'est un, ça, c'est un mythe qu'on a réussi à faire croire, nous les acheteurs. Mais moi, quand je regarde les raisons véritables d'un achat, c'est rarement le prix. J'ai fait aussi des achats, parfois des missions achats pour des clients extrêmement importants dans la pharma, dans des choses comme ça. Ils étaient, eux, persuadés qu'ils avaient pris leur décision par rapport au prix. Mais en fait, le moins cher, il l'avait enlevé parce que comme il n'est pas assez cher, eh bien, il n'est pas bon techniquement. Donc, il y a une relation entre la qualité et le prix. Et il n'y en a pas beaucoup de relations entre la qualité et le prix. Donc, il n'est pas assez cher. Donc, il l'avait enlevé pour des causes finalement de qualité.
alors que ça n'avait rien à voir, c'est que le prix n'avait pas donné confiance. Et puis finalement, il y en avait deux qui étaient à 3% près, mais il y en avait un qui connaissait, donc ils ont pris le moins cher, qui était finalement le plus près de quelqu'un qui était pas cher et qui finalement était le troisième prix. Voilà. Donc, parce que le moins cher du moins cher, il l'avait enlevé à cause de la qualité. Le deuxième moins cher, bah, finalement, il était pas loin de celui qu'ils aiment bien. Et donc, ils avaient pris celui avec lequel ils ont l'habitude d'acheter. Et quand on leur posait la question, ils disaient, bah, j'ai pris le moins cher. Non, tu as pris le troisième sur quatre. Mais les autres, tu les as éliminés pour d'autres choses que le prix. Ça va faire réfléchir du monde et peut-être, qu'il y aura des études rétroactives des dossiers perdus. Alors moi, ce que je fais tout le temps et ce que je dis à mes acheteurs, quand on vous demande pourquoi vous l'avez loupé, pourquoi ils ont loupé l'affaire, dites que c'est le prix. Parce que si vous dites que vous étiez le moins cher, mais finalement, j'avais pas confiance en vous, bah, ils feront plus de meilleur prix. Par contre, je laisse toujours l'ouverture. Venez me voir dans un mois et je vous donnerai des raisons. Et il y a très, très peu de commerciaux qui profitent de cette ouverture. Un mois après, ils ont tout oublié, ils sont sur une autre affaire. Alors que ceux, rares, qui viennent me voir un mois après et qui me disent: «Alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Antunes?» Et là, je leur explique les éléments pour qu'ils essayent de construire des éléments objectifs de la subjectivité qui leur a fait louper l'affaire. C'est-à-dire que la confiance, c'est une somme de choses qui sont finalement, c'est un sentiment qui est subjectif, mais qui sont basés sur des éléments objectifs qu'il va falloir mettre en place. Les éléments objectifs, ça peut être, je lui ai posé la question et ça a été le premier à répondre. Ah ben ça donne confiance. Pourtant, ça n'a aucune incidence sur ensuite la réalisation du matériel. Je lui ai demandé de faire 2 offres bien distinctes et il l'a fait. Il a su m'écouter. Au lieu de faire une offre super intéressante qu'il a mixée avec la demande initiale. Bon, ben, la clarté va donner des éléments objectifs de cette subjectivité qui est bâtir la confiance. Ça, c'est très intéressant le la notion de confiance, et donc quelle est la responsabilité de chacun dans le fait de bâtir la confiance? Parce que quand la méfiance s'installe par défaut, qui doit être le premier à essayer de changer cette dynamique-là? C'est toujours l'acheteur. C'est l'acheteur qui est le leader de la relation. C'est l'acheteur qui doit être le leader. C'est ce que j'explique à mes acheteurs. Je prends la scène de Raging Bull avec Robert De Niro qui est dans la glace et qui fait des mouvements de boxe et qui dit I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss. Ben voilà, vous êtes le leader de la relation. C'est vous qui menez la relation avec vos commerciaux. Et donc, si vous voyez qu'il y a un problème de confiance avec votre commercial, c'est à vous de le recevoir, de vous déplacer dans son usine et surtout, quand vous êtes avec lui, d'être sincèrement avec lui. C'est-à-dire que pendant 1 heure, quand il est là, il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que le commercial qui compte. Si quelqu'un vous appelle, si quelqu'un vient frapper à la porte, il n'y a aucune priorité. La priorité, s'il y a un appel téléphonique, si c'est votre boss qui vous appelle, la priorité, c'est celui qui est dans ce bureau pour négocier ou établir sa relation avec lui. Vous êtes entièrement avec lui pendant 1 heure. Vous lui expliquez comment va fonctionner cette heure-là, ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette heure ensemble, et vous allez réellement, parce que vous avez préparé, vous allez pouvoir établir des éléments de confiance avec lui. Et c'est cette qualité d'écoute, avant tout, un acheteur doit savoir écouter. Et la première chose pour écouter, c'est qu'il doit savoir gérer le silence. Il pose une question, il se tait. Je vois trop d'acheteurs qui se prennent pour Jean-Michel Apathy ou Apolline de Malherbe et qui coupent leur commercial toutes les 2 phrases. Taisez-vous, écoutez, notez ce qu'il dit. Quand vous avez une question, notez la question, ne l'interrompez pas et relancez. Voilà. Si c'est très important, alors soyez deux. Un qui va mener la conversation et l'autre qui va particulièrement écouter pour être sûr de rien oublier. Parce qu'il va falloir observer, écouter ce qu'il dit, mais la manière dont il le dit pour savoir s'il est dans la sincérité. Et à chaque fois que vous avez un doute entre le langage corporel qu'il donne et la réponse, creusez un peu plus. Avec des questions ouvertes. Des questions ouvertes. Laissez-le parler sur des questions ouvertes. Pas de questions fermées.
Vous êtes là pour découvrir, question ouverte, découverte. Mais là, tu vas faire le bonheur des commerciaux qui t'écoutent parce qu'on n'arrête pas de leur répéter, arrêtez de parler, écoutez votre client. Donc, comment on s'en sort? Ça va finir par un très très long silence dans la salle, tout ça. Non, parce que je vous assure, si tu laisses 3-4 secondes de silence, c'est énorme. Et les commerciaux ont horreur du vide, donc ils plongent dans le silence systématiquement. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Ouais. vous avez des commerciaux qui sont très bons, qui préparent très bien cette, euh, cet entretien. Et donc, ils ont prévu de dire un certain nombre de choses. Vous laissez 2 secondes de silence, 3 secondes de silence, et ils vont aller plus loin. Et là, ils vont commencer à vous lâcher des choses qu'ils n'avaient pas tout à fait prévu de dire. Et on le voit au comportement, hein. Ça peut être les mains qui sont sur la table, qui étaient en train de se toucher parce qu'ils sont en contrôle. Puis d'un seul coup, bah, on voyait que les mains s'éparpillent parce que ça y est, il va se lâcher. Mais attention, on parle de confiance là, et là on glisse sur quelque chose qui a l'air un peu manipulatoire, parce que bon, effectivement, le fait de laisser des silences incite celui qui aime pas le vide à parler. Et en général, personne n'aime le vide, et tu l'as dit, les commerciaux les premiers. Bon, mais est-ce que tu t'attends à des révélations de secrets qui n'étaient pas prévues de dire? Parce que quand on parle de confiance, est-ce qu'on tombe dans des techniques manipulatoires qui tentent à faire parler l'autre plus que de raison? Mais évidemment qu'il y a quand même cette tentation un petit peu manipulatoire de pouvoir mener un entretien pour arriver à obtenir un certain nombre de réponses qu'on cherche. Je dirais que ça, c'est des techniques que j'ai observées par des écrits et que j'ai mis en pratique qui appartenaient au GIGN, par exemple. Donc, où là, ce sont les rois de la négociation et ils utilisent beaucoup ce type de technique et c'est extrêmement efficace. Donc, effectivement, il y a un petit côté manipulation, en tout cas, un côté qui permet d'aller sortir la substantifique moelle de ce qu'avait le commercial à vous dire. Et le commercial sera content de l'avoir dit aussi, hein, parce que tout ça, c'est pour faire des deals. Et il a besoin de faire des deals et nous avons besoin de faire des deals. Un acheteur, il n'existe que parce qu'il fait des deals. Et le commercial aussi. Et donc, on se retrouve quand même sur un terrain qui est le plus favorable pour faire des deals. Alors, je considère pas les négociateurs du GIGN comme les meilleurs négociateurs du monde, et encore moins dans l'aspect commercial, mais ça, on a le droit tous d'avoir un avis là-dessus. Moi, je les aime Euh, beaucoup parce qu'ils troquent beaucoup. Et je trouve que la négociation, c'est un troc avant tout. Et donc, j'aime beaucoup ah oui, sous cette cet phase-là. aspect-là, oui. Ouais. J'aime beaucoup cette phase-là où finalement, ils ont quelque chose à donner pour pouvoir obtenir quelque chose d'important. Ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui est important pour l'autre pour essayer de lui donner ça. Ça, on est Et, d'accord. et ça c'est très fin, ça. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, l'aspect manipulatoire, en fait, de l'utilisation du silence ou n'importe quelle autre technique manipulatoire qui consisterait à obtenir des informations au-delà de ce que la personne avait prévu de donner, n'a réellement d'incidence que si on fait une mauvaise utilisation de ces informations. C'est-à-dire, ce que tu obtiens comme information et ce que tu sais toi-même, ça dépend ce que tu vas en faire. Je suis d'accord et c'est pour ça que je n'aime pas bien le mot manipulatoire parce que ça serait à des fins qui pourraient se retourner contre la personne, alors que c'est pas le but. C'est au contraire d'élargir un maximum le terrain de jeu. C'est-à-dire que au lieu de négocier sur un timbre-poste ou en face d'un mur où on balance la balle et elle revient, eh ben, on va regarder ce qu'il y a derrière le mur pour qu'on puisse trouver des accords. Plus je pourrais en savoir sur l'autre, plus je pourrais trouver quelque chose qui aura finalement beaucoup d'importance pour lui et peu d'importance pour moi, et on pourra faire cet échange. Il sera très satisfait de ce que je pourrais lui donner. Il l'aura cédé contre ben, des choses qui, pour lui, auront une moindre importance et qui, pour moi, auront beaucoup d'importance. Et pour ça, il faut avant tout que la relation interpersonnelle soit riche. Et pour être riche, il va falloir aller la fouiller, quoi. D'accord. Alors, on va revenir sur la relation acheteur-vendeur, l'interaction, et j'aimerais qu'on fasse
pas une aparté, mais qu'on aille sur le terrain de la négociation, qui est au cœur de la relation elle-même, hein, de toute façon, mais qui est une discipline dans laquelle, tu excelles et tu as des idées, que tu as développées avec l'expérience et j'aimerais qu'on creuse un petit peu ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ta conception de la négociation? Quelles sont les grandes règles que tu t'appliques et que tu essayes d'enseigner? Et puis surtout, de qui tu t'inspires, en ayant des choses évidemment qu'on n'entend pas souvent? Et tu Alors, comprendras que ma question est très orientée sur quelque chose que je sais déjà de toi. la première chose, c'est d'abord la préparation. Moi, je m'étais aperçu que les commerciaux, quand j'étais commercial, préparaient très peu, finalement, la relation qu'ils allaient avoir avec l'acheteur. Moi, je me sentais pas doué là-dessus et pas à l'aise, un peu timide, je ne sais pas. Et j'avais besoin de me préparer tout ça comme un sketch, comme une pièce de théâtre, de savoir ce que j'allais dire, avoir les arguments et d'avoir tout en tête. Et puis, j'ai raccroché ça, on va dire, j'ai pratiqué du sport de combat à haut niveau et j'ai raccroché ça à l'entraînement qu'on peut faire dans un sport de combat. Et donc, surtout, me sentir prêt quand j'arrive en négociation. Ensuite, cette négociation, il faut qu'elle se fasse avec un maximum d'éthique et de respect et laisser la part du commercial, la part de son métier. Un peu comme un concours hippique. Vous amenez le cheval correctement sur l'obstacle, mais c'est bien le cheval qui saute, quoi. Et donc, il a sa part à faire, le commercial, pour essayer de trouver des solutions et d'être le plus éthique possible pour qu'il puisse exprimer ses solutions tout en sachant qu'elle n'ira pas chez le voisin et lui garantir cette partie-là. Et là, le terrain de la négociation peut être très large. Et l'acheteur doit être le leader de la négociation. Il doit savoir aussi quand la négociation s'arrête et à quel moment il est là. C'est l'acheteur qui doit conclure. Et il doit sentir l'espèce de courbe qui va se dessiner devant lui, où à un moment, eh bien, il a préparé tous ses objectifs, il les a, alors il faut conclure. Et qu'il arrête de se poser la question, est-ce que je pouvais obtenir mieux? Est-ce que le commercial en avait encore? Il faut qu'il se pose vraiment la question des objectifs, de clairement se les définir, et quand il les a atteints, il conclut la négociation pour être sûr d'avoir fait quelque chose qui lui apporte une satisfaction aussi, parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'une négociation où à la fin on termine en disant bah, je ne sais pas si j'ai obtenu les bonnes choses, bah, il doit passer du temps sur quels objectifs je veux obtenir. Pour ne pas avoir à refaire le film 17 fois en se disant, «Comment j'aurais pu avoir mieux?» en sachant que le mieux n'étant pas défini, on pourra jamais en être satisfait. C'est ça, c'est-à-dire que si on n'a pas défini la cible, on a peu de chances de l'atteindre. Un archer, il vise une cible et donc il va se concentrer, il va essayer de mettre la flèche dedans. Si l'acheteur n'a pas défini sa cible, il est là avec son arc et sa flèche et puis il tire à peu près sur tout ce qui bouge, mais comment il peut obtenir ce qu'il avait cherché? Il faut d'abord se poser la question, quels sont les objectifs que que je veux obtenir, mais c'est pas que du prix, hein. C'est le prix, les délais, les conditions d'application, les différentes clauses qu'il me faut, etc. Il faut qu'ils mettent tout et il faut qu'ils mettent à chaque fois qu'ils préparent en disant ben voilà l'intervalle qu'il me faut pour dire que ça c'est réussi. Et une fois qu'il a tout mis dedans, eh ben, il peut dire j'ai réussi ma négociation. Mais ça tombe bien parce que le commercial, dans ce cas-là, aura aussi réussi sa négociation. Et, euh, et win-win, c'est pas l'acheteur qui gagne deux fois, c'est que chacun est satisfait de la négociation. On est d'accord. Alors j'ai plein de questions qui me viennent, par rapport à ce que tu disais. La première, c'est alors je vais te les dire dans l'ordre, mais on va revenir. La 1 c'est le rapport qu'il pourrait y avoir entre l'objectif que tu te fixes et le temps, que tu as pour préparer. Est-ce qu'il y a un lien de proportionnalité entre le temps que tu accordes à la préparation et ce que tu arrives à obtenir? Alors,
le temps de préparation peut être très court, ça peut être seulement un quart d'heure, quand on connaît très bien son fournisseur et que à chaque fois dans les relations qu'on a eues avec le fournisseur, on a eu à cœur de comprendre la relation qu'il a. 15 minutes, on peut préparer une négociation à 50 millions d'euros en 15 minutes. Et qu'est-ce que tu Le- fais dans ces 15 minutes-là? Excuse-moi, mais là, du coup, tu suscites mon intérêt. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 15 minutes? J'ai 50 millions à négocier. 15 minutes, ça suffit. D'ailleurs, j'ai rarement plus de temps. On voit beaucoup de commerciaux d'acheteurs qui n'ont pas forcément le temps de préparer pendant 2 heures chaque négociation, quel que soit son enjeu. Mais si tu dis que pour 50 millions, un quart d'heure suffit, qu'est-ce que tu fais pendant ce quart d'heure? Alors, pendant ce quart d'heure, on va essayer de se poser des questions de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je suis en train d'acheter? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le cahier des charges? Ça, c'est assez facile. On a les éléments. Que s'est-il passé? L'historique avec le client, avec le fournisseur, qu'est-ce qui s'est passé sur les commandes, les différents contrats qu'on lui a passés. Et ça, on va le retrouver dans des KPI qu'on a mis en place. Donc, il faut avoir cette rigueur de suivre les contrats. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les marges de manœuvre? Quel est le prix, le délai, la date de commande? Quand est-ce qu'on doit passer la commande? C'est extrêmement important. Et que risque-t-on? Ça, c'est les 4 questions de base. Que risque-t-on? C'est quels sont les enjeux véritables. Si je me cut sur cette affaire, est-ce que c'est mauvais pour l'affaire? C'est mauvais pour le directeur de projet? C'est mauvais pour l'entreprise ou c'est mauvais pour le marché, voire plus, hein. J'ai travaillé dans des domaines comme les mines où si on se cut dessus, c'est une région qui peut être envahie par les eaux. Donc, qu'est-ce qu'on risque réellement? Ensuite, c'est l'interlocuteur. Qui est-il, l'interlocuteur? Donc, si vous avez déjà une relation avec, vous savez ce qui fonctionne avec lui. Vous savez la relation où elle en est. Quelles sont ses attentes? Quels sont ses enjeux? Pourquoi il vient dans cette réunion pour pouvoir négocier? Si vous ne le savez pas, il faut préparer la question. Il faut préparer des questions là-dessus. Qu'est-ce que vous cherchez avec cette commande? Et vous allez bien écouter la réponse et il va vous dire, il va tout vous dire dans cette réponse. Est-ce qu'il existe des divergences dans l'équipe? Est-ce qu'il y en a qui sont pour cette affaire ou pour d'autres clients? Quel est leur niveau d'information? Qu'est-ce que vous connaissez de ma société? Qu'est-ce que vous connaissez de moi? Ce sont des questions que je pose. Et dans ces réponses, il y aura exactement ce qu'il attend de vous. Ça va très vite, hein? Et quel est le pouvoir de décision? Qui décide? Il faut savoir comment fonctionne la décision, comment fonctionne la gâchette pour avoir le dernier prix, et du coup, qui va appeler et dans quelles conditions il faut le faire appeler. Et donc, il faut se noter tout ça. Ça va nous permettre de définir les objectifs, les priorités, de préparer les concessions, parce que sans concession, il n'y a pas de négociation, d'évaluer les positions, de pouvoir déjà bâtir un petit argumentaire, de pouvoir anticiper des questions du fournisseur et préparer des réponses et d'identifier facilement les avantages que pourra en retirer le commercial d'une telle vente. Et tout ça, on peut le faire en 15 minutes. Ah oui, oui, avec moi, je suis rodé là-dessus, un quart d'heure, je le fais. Donc, par la force de l'entraînement et de la répétition, on arrive à réduire le temps de préparation en ayant la même efficacité. Et quand on négocie sur les enjeux, la négociation ne va pas durer longtemps non plus, hein. Si tu devais donner un temps moyen qui permet d'honorer le quart d'heure de préparation, est-ce que tu as ça en tête? Oui, pour des négociations d'une certaine importance avec enjeu, hein, euh, 3 semaines de négociation est un petit peu un idéal. Parce que c'est c'est court, ça fait moins d'un mois, donc ça veut dire que parce que entre 3 semaines, si vous avez de la concurrence, vous allez appeler quelqu'un, vous l'avez pas eu, il vous rappelle, vous l'avez pas eu, vous le rappelez, vous lui dites de modifier ça, il vous rappelle et on donne et comme ça, il faut le faire 4 fois avec les fournisseurs. Si vous avez 3 semaines devant vous, vous avez le temps de négocier, de bâtir le contrat, d'avoir quelque chose qui soit super propre, super nickel, avant que Oui. le contrat parte. 3 semaines, c'est l'enveloppe globale de Ouais. temps disponible pour avoir quelque chose d'efficace et de cadré. Contrat à La la clé. durée de l'entretien, c'est moins d'1 heure.
L'entretien en lui-même, c'est moins d'1 heure. Je classifie les acheteurs en 5 catégories. Euh, il y a celui qui sait prendre son téléphone et qui ose, on va dire un petit peu marchand de tapis, qui ose négocier. C'est le niveau 1, c'est déjà pas mal, il prend son téléphone. Il y a celui qui sait faire fonctionner de la concurrence. Ça veut dire que quand il n'y a pas de concurrence, il bluffe et on le sait assez rapidement. Et moi, je le vois dans les résultats, quand il y a la concurrence qu'il arrive à obtenir et quand il n'y en a pas. Quand il bluffe, il fait un 3%, c'est tout. Il y a celui qui sait négocier justement sur, on va dire, la relation qu'il a avec le commercial. Et donc, il arrive à obtenir des choses et il y a moins de différence entre pas de concurrence et la concurrence. Et puis, il y a l'acheteur qui a beaucoup d'expérience et qui, lui, ne fait négocier que sur les enjeux. Ça veut dire qu'il a trouvé réellement ce qui motive les commerciaux qui sont en face. Et lui, il sait aussi ce que recherche en vrai le directeur de projet quand il nous a confié la négociation. Lui, il y a 2 caractéristiques. Un, il y a très peu de différence avec concurrence et pas concurrence. 2 points, 3 points, même pas. Et la deuxième, c'est qu'il est capable de négocier 50, 60, 100 millions à l'année, parce que les négociations vont très vite avec lui. Et le temps de la négociation, une fois qu'elle est bien préparée et que vous avez compris les enjeux, là, la négociation, elle peut durer un quart d'heure, une demi-heure. J'ai fait des négociations comme ça avec des très gros fournisseurs. En un quart d'heure, on avait résolu le truc. Et on était prêt à signer quelque chose. Donc, ça, ces acheteurs sont rares, ils représentent, on va dire, moins de 10% des acheteurs. Et quand vous avez réussi à mettre la main dessus et qu'il a compris, ça passe par des formations parce que c'est pas toujours instinctif. euh, Il n'y a pas de limite ensuite à son niveau de qualité. Et de Il, l'expérience, j'imagine. il faut de l'expérience, il faut déjà avoir traité une centaine de millions d'euros dans sa carrière, il faut avoir compris ce que sont les gens en face, il faut déjà une bonne dizaine d'années d'expérience. Et il faut les formations et d'être accompagné. Une fois que ces voyants sont au vert, celui-là peut aller très très loin. Et le 5e niveau, c'est ce que j'appelle le niveau diplomate. C'est-à-dire que là, tout est permis. Et c'est pour les négociations beaucoup plus tordues, à plusieurs bandes, où là, il va falloir aussi porter le titre, un titre de directeur achat ou de responsable pour pouvoir la mener. Le titre est aussi important à ce niveau-là. L'impression qu'on a, c'est que l'échelle du niveau d'acheteur, parce qu'on comprend que plus on monte en niveau, le niveau 5, c'est le niveau le plus abouti, le plus expérimenté, etc. On a l'impression que le 5e niveau redevient manipulatoire et avec des techniques peu recommandables. Oui, c'est Talleyrand, le 5e niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre beaucoup plus de mise en scène. C'est rare quand on en a besoin, mais ça peut être extrêmement important. Il ne faut pas l'occulter, ça existe. Alors, tu allais citer un exemple, vous avez développé cette partie. Dans les éléments pénuriques, quand vous avez des marchés qui ne sont pas adultes, où tout le monde veut le même produit, c'est qui va pouvoir l'avoir avant les autres. Et pour ça, eh bien, il va falloir gonfler l'importance de votre projet, essayer de prendre des points d'appui avec des personnes en interne, etc. Faire jouer d'autres relations. Il D'accord. va falloir tout mettre en place. Et là, ce ne sera plus seulement la négociation qui se passe sur la table, mais il va y avoir une partie qui est sous la table. Est-ce qu'on est d'accord que l'acheteur de niveau 5, on va le qualifier comme ça, doit souvent se comporter comme un acheteur de niveau 4 quand la situation n'exige pas? Exactement. Il faut qu'il soit de niveau 4. Et malheureusement, de temps en temps, parce qu'il y a des enjeux qui sont énormes, il faut qu'il sache dépasser ce niveau-là. En fait, au départ, quand j'ai commencé à faire ma grille, je n'avais pas fait ce 5e niveau. Et puis, c'est en lisant des choses, j'évoquais Talleyrand ou d'autres, je me suis dit, il existe autre chose. Et je me suis aperçu qu'en toute honnêteté, parfois, il avait fallu que je mette des choses en place. Je me rappelle d'une négociation que j'avais faite où c'était vraiment il y avait un énorme problème et on avait un fournisseur qui allait nous demander 80 millions de pénalités, enfin de plus sur le contrat. Et en fait, j'ai fait la négociation en faisant parler un de mes directeurs et moi, il était au téléphone et moi, je lui faisais le texte au fur et à mesure
pour que ça soit lui, que ça vienne de lui et de la direction qui était tout en haut d'une multinationale. Et en même temps, bah, c'est moi qui lui faisais le texte pour qu'il puisse s'exprimer. On aurait cru que c'était vraiment une pièce de théâtre pour le coup. Oui, donc en fait, le niveau 5, c'est l'acheteur metteur en scène. C'est ça. J'ai déjà reçu des fournisseurs très importants et j'étais dans une entreprise qui l'était nettement moins et j'ai fait en sorte de recevoir le fournisseur dans le bureau de la direction parce qu'il fallait aussi mettre le décorum, il fallait mettre les sièges en cuir, il fallait mettre la clim, il fallait mettre enfin, tout ce qu'il y avait, la vue sur la tour Eiffel et tout le truc, quoi. Alors que c'était pas mon bureau et que j'avais profité du fait que la direction était absente pour le faire donner ce décorum qui était nécessaire parce que je faisais venir quelqu'un d'un pays étranger et il fallait lui en donner pour l'argent de son voyage et pas seulement le lui mettre dans une pièce avec une fenêtre et une lumière jaune, quoi. Il fallait qu'il y ait tout autour. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, je sais qu'il y a un personnage célèbre, qui t'inspire beaucoup en négociation, Donald Trump. Tout le monde le Ah considère oui, comme un mauvais négociateur, un agresseur, un manipulateur, tout ce qu'on veut. Et ah, est-ce qu'il y a des choses de bien qu'on peut apprendre de lui, quoi? non, ce n'est pas quelqu'un qui m'inspire, hein, mais je me suis étonné que finalement il arrive à réussir un certain nombre de choses et qu'en face, on se laisse berner assez facilement par des postures. Donc j'ai essayé de décrypter ça. Et en fait, il les a décrits, ces méthodes de négociation, et elles valent, on va dire qu'il les met bien en place, et du moment qu'on a un système cohérent, eh bien ça fonctionne. Et c'est surtout un système qui est différent de ce qu'on connaît en Europe, et ce qui lui permet d'avoir un avantage. Donc, il aime mettre la pression, il aime la pression, et il aime la mettre sur les gens. Alors que ce que je viens de dire un petit peu avant, c'est on ne met pas la pression sur le commercial. Eh bien, lui, il la met. Il la prend pour lui et il la met sur les commerciaux. Il adore ouvrir avec des demandes qui sont complètement déraisonnables. Mais ça élargit complètement la négociation. Il n'est pas sur des petites choses. Il voit en grand. Et donc, il élargit. Lui, il va vous demander moins 50% d'entrée de jeu. Mais comme ça, il va pouvoir tout explorer. Donc, il n'hésite pas à ouvrir. Il prépare ses négociations. Et ça je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. On croit que c'est tout instinctif, mais pas du tout. Il prépare énormément ses négociations et il prépare un plan B, un plan C, un plan D. Et ce qu'il présente, le plan A, il faut en fait systématiquement ne pas le considérer comme quelque chose à négocier. Il faut aller chercher rapidement quels sont les autres plans pour tuer ce plan A. Je n'aime pas bien ces méthodes BATNA et Mézor, parce que je trouve que quand il y a un plan B, il n'y a plus de plan A. Ben c'est ce qu'il faut chercher avec lui, c'est quelles sont les autres solutions qu'il a préparées. Et il en a préparé, et il a des tas de solutions, et il est très ouvert là-dessus. Il va personnaliser systématiquement la négociation. Il ne négocie pas pour l'Ukraine ou quoi que ce soit, il négocie avec Zelensky ou avec Poutine. C'est vraiment avec la personne qui est en face qui négocie. Il ne négocie pas un terrain ou quoi que ce soit. Et puis, et ça, c'est ce qui choque quand même beaucoup les Européens, ils n'hésitent pas à sortir d'une négociation parce qu'ils n'hésitent pas à être en échec en négociation. Il admet tout à fait que la négociation, eh bien, n'a pas abouti. Il n'a pas de problème avec ça parce que de toute façon, il valorise systématiquement n'importe quelle avancée. Et donc, ça va minimiser son échec. Mais il arrive dans des négociations en se disant, elle peut échouer. Et ça, c'est typiquement pas du tout européen. Du coup, il peut partir de la négociation quand il veut et revenir quand il veut. Le fait d'accepter d'échouer et d'en faire quand même un état d'avancement quelque part, Ouais. ça permet d'être plus fort pendant? Oui, parce que lui sait que il n'est pas soumis à la notion d'échec. Personne n'ira lui dire que finalement, ça s'est mal passé. Il dira,
bah, ce que j'ai obtenu, c'est déjà plus d'avancées que ce qu'avaient fait les Européens en Ukraine, par exemple. Et ça lui suffit. Et ça veut dire que du coup, il va pouvoir revenir dans la négociation à n'importe quel moment. En Europe, typiquement, on commence une négociation et on va au bout. Mais ben lui, pas forcément. Il s'en va et il revient. Et il la reprendra quand ça sera son moment. Donc tu trouves ça plus efficace d'accepter l'échec avec ce que ça procure comme force pendant la négociation, plutôt que de s'évertuer à avoir, ce que tu as qualifié de BATNA ou de Maison. Donc pour rappeler rapidement ce que c'est la meilleure solution de rechange. C'est le C'est fait ça. d'avoir un plan alternatif. Si jamais la négociation échoue, on sait ce qu'on fera si ça échoue. Et donc si on se met ça en tête, on se conditionne préalablement, à échouer plus facilement que si on ne l'avait pas. Alors, ça, c'est ce que nous montre Trump. Moi, après, je reste européen. Ce que je dis à mes acheteurs, c'est que, par exemple, de temps en temps, quand vous bluffez, faites-le le moins possible si vous voulez que ça soit efficace. Il faut que ça soit sur quelque chose que vous acceptiez de perdre. C'est-à-dire, ne vous vexez pas. Tu as bluffé, tu as perdu, il fallait l'admettre. Il ne faut pas se vexer. Donc, j'essaye de le traduire sous une forme où faites des négociations à risque quand vous pouvez admettre l'échec sans que ça soit une honte. Donc ça, c'est la condition que tu donnes, au fait de pouvoir, bluffer, donc ne pas le faire souvent et de le Le faire sur moi, des choses que tu acceptes de perdre. Mais c'est ça. pourquoi à un moment donné faut-il le faire? Est-ce que ça nous renvoie vers l'acheteur de niveau 5? C'est plutôt un acheteur de niveau 2, c'est pour lui faire passer l'envie de bluffer tout le temps. À l'origine, c'est ça. Et parfois, il n'y a pas énormément de solutions et on est obligé de prendre certains risques sur des négociations. Et donc, ça peut arriver qu'on bluffe. Euh, pour que ça puisse réussir, il faut que ça soit le moins souvent possible, le mettre en jeu et admettre que le commercial en face, il nous dise Cher Tudes, si vous trouvez meilleur ailleurs, n'hésitez pas, achetez, parce que moi, je ne peux pas aller en dessous. Ce qui veut dire, en fait, j'ai parfaitement vu que vous bluffez, je ne veux pas rentrer dans ce jeu, mais je vais essayer de vous le dire poliment. Il faut admettre que on a été découvert et essayer de dire, bon, bah, finalement, c'est bien pour vous, mais je vais vous passer la commande. Tout le monde sait où on en est et que le bluff n'a pas fonctionné, mais il n'y a pas de quoi se vexer. On a essayé, ça a loupé. Voilà. On fera Bon, mieux la prochaine. ça nous change de ce qu'on entend d'habitude, puisqu'on dit: «Ah, il faut pas bluffer, c'est pas bien de bluffer» et cetera. Toi, tu le dis différemment. Tu dis: «Si, c'est nécessaire parfois quand on n'a pas d'autre solution, mais il faut pas le faire souvent et accepter que ça marche pas». Tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire et ce que je m'aperçois, moi, c'est que c'est quand même une des techniques les plus utilisées en achat encore actuelle. Et donc, je dis, je ne vais pas vous l'enlever. Moi, j'essaye de jamais le faire, mais je ne vais pas vous l'enlever, mais faites-le le moins possible et dans des conditions que ça ne soit pas honteux. Ne vous vexez pas, ne mettez pas de l'ego dedans pour que, ben voilà, vous avez loupé ce coup-là. Trouvez d'autres arguments la prochaine fois. Et si vous pouvez, ne bluffez plus. Bah, merci beaucoup pour, tout Parce ce qu'en descriptif. achat et en négociation, le blanc et le noir n'existent pas. Jamais et toujours, ça n'existe pas. On est dans le gris. Et c'est pour ça qu'on négocie. Donc, quand je dis ne bluffez jamais, je sais qu'on va quand même essayer de le faire. C'est pour ça que j'apporte cette nuance. Bah, sinon ce serait pas drôle. Bah oui. C'est quand même drôle quand ça passe. Bah, c'est une forme de satisfaction qu'on peut pas ignorer, quoi. Voilà. Mais si ça devient une Il faut règle juste, d'or, là, c'est plus embêtant. voilà, il faut juste que ça soit pas très visible auprès du commercial. Faites pas la célébration de Cristiano Ronaldo quand ça a réussi, quoi. Donc c'est Il est comme aussi un l'alcool, de ça. c'est quelque chose de bon, mais qui se consomme avec modération, c'est ça? Voilà, avec modération. Mais en même temps, voilà, je lève un peu un voile et un mythe là, puisqu'on dit de ne pas le faire, mais les Oui. commerciaux le font aussi. Ils bluffent. Et Mais c'est à nous, non! quand on le découvre aussi, de ne jamais les humilier, de ne pas dire, bon, bah là, bah, on est pris pour un con, monsieur. Non, c'est à nous de dire, bah, écoutez, si c'est si c'est votre meilleur prix et que à cause
de l'augmentation de la main-d'œuvre, c'est plus 10%, ce qui voudrait dire que votre main-d'œuvre a augmenté de 20%. Si vous voulez que je crois que c'est vrai, ben, allons-y comme ça. Bon, il faut avoir un certain détachement. Et il faut pas dans ce que tu dis, j'entends aussi qu'il faut pas considérer le bluff comme forcément un manque de respect ou une haute trahison. Ça peut être aussi, le fruit de, bah, j'ai pas trouvé d'autres solutions en tant que négociateur, je sais pas trop quoi faire à part ça et je tente ça. Ouais, voilà, parce que on peut déjà parfois enfin, le commercial est très bon et il a pris toutes les informations et il sait qu'il est imposé. Et vous pouvez dire n'importe quoi. Il a dans sa poche le directeur de projet, le directeur technique qui vous ont rien dit et, euh, et qui, euh, et qui voudrait tellement que ça soit Toto qui passe que le commercial a compris, il a tout compris. Donc à un moment, il faut lui introduire un petit peu de doute pour essayer d'aller plus loin que ce qui a été convenu. Et c'est déjà pas mal. Alors j'aimerais qu'on revienne sur les acheteurs et les vendeurs avec une question que j'aime poser, et qui est une question symétrique, c'est que les acheteurs, qu'est-ce qu'ils doivent savoir vendre? Ah, un acheteur doit avoir quelque chose à vendre. C'est-à-dire que déjà, sa démarche, s'il veut pouvoir travailler en équipe, il faut qu'il arrive à se vendre auprès de sa direction, de ses camarades techniques, de la direction de projet. Il faut qu'il vende ça parce que le temps de négociation qu'il va avoir, il va passer la moitié de son temps de négociation en interne. Et donc, il faut absolument qu'il aille aborder une partie des relations qu'il a avec ses petits camarades comme un vendeur qui essaierait de leur donner envie de quelque chose. Il faut qu'il donne envie, l'acheteur. Il ne faut pas que ce soit la personne qui fait la gueule dans son bureau et qu'on va voir et qu'on a l'impression d'embêter. Il faut qu'il aille vers les gens. Il faut qu'il soit actif. Il faut qu'il aille, qu'il squatte la machine à café, qu'il parle avec, euh, avec les autres membres de la société, qu'il fasse comprendre ce qu'est son métier, qui reste un mystère pour beaucoup, quoi. Il faut qu'il le fasse comprendre. Il est aussi l'ambassadeur de tout un métier. Et il faut qu'il se comporte comme ça. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il explique. Mon métier, c'est pas seulement de les prix, c'est de pouvoir gérer les risques, c'est de pouvoir faire un contrat qui soit équilibré, c'est de pouvoir mettre des leviers dans le contrat qui vont pouvoir vous faire vivre correctement le projet et qu'il explique tout ça. Il faut déjà qu'il explique au juridique. Le juridique, lui, veut ses 10% de pénalité de retard. Alors que l'acheteur va lui expliquer qu'avec 5 obtenus dans ces conditions, elles seront plus efficaces que les 10 qui avaient été présentés au départ. Et donc, tout ça, il doit l'expliquer, le valoriser, faire cette démarche auprès des autres pour que l'ensemble travaille en équipe et pas les uns contre les autres. Il ne doit pas y avoir en interne des oppositions entre ce que souhaitent les commerciaux, ce que voudrait réaliser la technique et ce que va proposer l'acheteur. Il faut que tout le monde soit aligné là-dessus. Voilà ce qu'on est capable de faire tous ensemble. Voilà les avantages différentiels que je peux obtenir et que le commercial va pouvoir mettre en avant. S'il vend des choses que l'acheteur est incapable d'obtenir, ça sera voué à l'échec. Si l'acheteur lui dit, bah, moi, je suis très bon sur ce type d'éléments, eh bien, alors à ce moment-là, le commercial peut arriver à vendre ça. On est très bon pour acheter des équipements, donc on peut faire de l'achat-pause. Essaye de vendre ça auprès de ton client qui les autres vont avoir la sous-traitance où dedans seront intégrés les différents matériels. Ben, nous, on est capable de le sortir parce qu'on est capable de faire les études et de l'acheter correctement et on va être moins cher que les autres. Vends ça à ton client et on aura un avantage différentiel. Mais pour ça, il faut qu'il aille voir les commerciaux, il faut qu'il aille voir le juridique, il faut qu'il aille voir les financiers, la technique, la direction de projet. Il faut qu'il se vende auprès de ces gens-là. Il Et faut quand que je t'écoute, j'ai l'acheteur soit actif là-dessus. et quand je t'écoute, j'ai l'impression que l'acheteur passe plus son temps à vendre finalement qu'à acheter? Moi, à la direction des achats, je passe 80% de mon temps de négociation. Je fais avant tout, à 80%, je fais de la vente en interne et auprès des commerciaux.
et je passe 20% de mon temps à négocier. Mais alors ceux qui n'ont Et pas un appris acheteur, c'est 50-50. et ceux qui n'ont pas eu ton passé de commercial, comment ils ont appris à vendre alors? Comment un acheteur qui n'a pas eu ton passé de commercial peut savoir vendre? Moi, je pense qu'il faut qu'ils comprennent surtout les nécessités du métier. S'il veut travailler en équipe, alors il faut qu'il aille vers les autres. Et donc ça, il faut qu'il l'apprenne. Mais, euh, mais il apprendra aussi à se vendre en regardant comment font les commerciaux. Il ne faut pas qu'il hésite à poser des questions. Et ça c'est vraiment important. Si on peut regretter, et je le regrette tous les jours, que les achats ne soient pas plus reconnus, mais en même temps, eh bien, il y a une partie où les acheteurs peuvent s'en prendre à eux-mêmes. C'est-à-dire que en 50 ans, ils n'ont quand même pas réussi encore à devenir essentiels en France. C'est parce que eux-mêmes n'ont pas assez fait d'efforts pour aller vers les autres. Alors après, je pense que les achats sont pas assez étudiés dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, ou ce genre de choses. Donc il y a plein d'éléments à mettre en place. On voit encore trop peu d'acheteurs qui sont finalement à la direction des entreprises. Renault vient de faire une innovation là. Mais les acheteurs, allez vous vendre en interne. Alors Donc, vous opposerez, il y aura des oppositions, hein, et il va falloir les traiter, comme toute comme vente. dans toute vente. Merci. Voilà. Et là d'ailleurs, le commerce se nourrit des oppositions. Dites-moi pourquoi vous ne voulez pas mon produit et je vais vous trouver des argumentaires pour pouvoir vous le vendre. Et si la personne ne vous dit rien, il ne va pas se passer grand-chose. C'est au contraire, dites-moi pourquoi vous ne voulez pas acheter mon produit. Ah bah du coup, et oui, mais en fait, il est beaucoup plus fiable qu'un tel. D'ailleurs, regardez les chiffres, etc. Donc, Donc donc plus vous vous il faut prendrez des expliquer. murs, plus vous vous prendrez des murs, plus vous saurez les escalader, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ça veut dire aussi, ça va avec une communication. Il faut que les acheteurs communiquent. Il faut que les acheteurs parlent de leur métier sur LinkedIn, en interne. À un moment, dans une société, je faisais un mensuel de 4 pages pour expliquer un certain nombre de choses, les réussites, mettre en avant ceux qui avaient bossé avec les achats, etc. Bon, certains me reprochaient de trop me mettre en avant, alors que je ne parlais que de travail d'équipe. Mais voilà, il faut essayer d'être ambassadeur des achats pour pouvoir faire au mieux son métier dans les entreprises. Alors merci beaucoup Franck. Est-ce que tu as un dernier message adressé aux acheteurs, aux vendeurs ou alors aux 2? Aimez-vous les uns les autres. Ouais, c'est beau. Merci beaucoup, quelle magnifique conclusion. Écoute Franck, je te remercie, c'était un vrai plaisir. Je pense que que tu as encore beaucoup de choses à dire, sur le métier, sur le sujet, sur les achats, la vente, la négo, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode et C'est je te moi dis qui te remercie. À bientôt. à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes un professionnel de la vente, des achats ou peut-être les deux, vous êtes le bienvenu dans ce podcast. À bientôt.